à bande, sinon vous aurez les sources sur le support. C'est chaud, mais tout n'est pas joué. Donc aujourd'hui, on est ici, on sait que ça s'est déjà pas mal réchauffé. Le futur n'est pas complètement écrit. L'enjeu de ces prochaines années, et comme le dit le GIEC, c'est vraiment dans les 2-3 ans qui viennent, de savoir quel chemin on va prendre et vers quel futur on se dirige, vers un futur à peu près tolérable ou vers un futur où ça va être encore plus chaud. Ça a été redit dans la dernière plénière. On a un véritable problème d'horizon avec tout ça, parce que évidemment le changement climatique, on parle sans arrêt de 2050, de la température à 2100. Quand on est sur des questions business, c'est des horizons beaucoup plus courts. On parlait de 7 ans pour le plan européen. Mais quand on fait un Orsa, on est tout de suite sur 3 à 5 ans. Donc comment on va réconcilier 3 à 5 ans et 2050 et 2100 c'est l'une des questions. Donc David va vous présenter rapidement un petit point sur le risque de transition plus spécifiquement, quelques cadres d'analyse pour un bilan assurantiel, et puis moi je vous donnerai toute la solution de ce qu'il faut faire absolument en finance à l'investissement. Donc bonjour à tous. Comme l'a dit Pierre, moi j'ai juste commencé par une petite partie introductive, mais je pense que vous devez connaître ça par cœur, parce qu'en plus il y a eu plusieurs ateliers ou plusieurs conférences sur le sujet aujourd'hui, juste pour poser un peu les bases, les mots. Et ensuite, on regardera un petit cadre, un peu un état de l'art de ce qui est proposé par l'EIOPA aujourd'hui, et ce qu'on peut faire en termes de stress test avant de passer justement à la vision très financière. Et on va focuser sur le risque de transition uniquement dans le cadre de cet atelier. Donc ce slide-là, je pense que tout le monde en est conscient, et c'est la suite de ce que disait Pierre. Et là, c'est vraiment focusé sur l'assurance, avec un coût qui va faire x2, qui va passer de 74 milliards à 143 milliards. Donc ça, c'est des sources France Assureur, en sachant que les impacts, on les voit déjà, que ce soit en termes de sévérité ou en termes de fréquence sur les sinistres. Alors pour poser les définitions, donc il y a plusieurs types de risques qui affectent les actifs et les passifs des assureurs. Nous, dans le cadre de cet atelier, donc on va vraiment regarder les risques à l'actif, mais je vais quand même définir les deux principaux. Alors je vais laisser de côté le risque de responsabilité. Donc le risque physique, donc là je pense que tout le monde le connaît, donc l'augmentation des inondations, des sécheresses, et leur impact sur les passifs et sur les actifs. Et nous aujourd'hui on va plutôt regarder le risque de transition, donc avec cet objectif d'émission nette carbone zéro à 2050, et les impacts que cela va engendrer sur les actifs. En sachant qu'on va beaucoup parler de risque financier aujourd'hui, et finalement le risque financier, il est présent à la fois dans le risque de transition et dans le risque physique. On ne regardera pas le risque physique, mais s'il y a des augmentations d'inondations, augmentation de sécheresse, il y aura des impacts aussi sur les actifs des assureurs. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder le risque de transition et dans son ensemble. Alors là, ce slide-là, ça bouge beaucoup au niveau réglementaire. Donc on l'a vu hier, notamment avec les votes au Parlement européen, avec le paquet climat et l'objectif de réduction de l'effet de serre de moins 55% d'ici 2030, avec un certain nombre de réglementations et un poids politique qui va être certainement de plus en plus fort, et donc qui va engendrer des impacts sur ce risque de transition pour atteindre des émissions nettes de zéro en 2050. Et donc on va le voir avec des scénarios différents. Il y a un certain nombre de publications sur la prise en compte de ce risque climatique. Donc là, on a souhaité mettre cette frise. Alors, elle a une double utilité. C'est on voit qu'il y a de plus en plus de communication sur le sujet et de plus en plus de prise de position sur le sujet. La deuxième utilité, c'est que
Si dans le support on a mis les liens, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir plus rapidement ces documents. Là, on a vraiment focusé sur les documents EIOPA et les documents ACPR. Donc l'ACPR avec le stress test climatique qui a eu lieu en 2020, donc on en reparlera tout à l'heure. Et donc avec les documents EIOPA, avec un certain nombre d'avis, de consultations, de propositions, de principes méthodologiques. Et donc je vais y revenir dans la partie qui suit, justement pour avoir un état de l'art un petit peu de ces différentes publications et de ce qui se dit sur le sujet et surtout de la prise en compte de ce risque de transition dans les trajectoires ORSA et dans les stress tests climatiques et de toutes les incertitudes, parce que finalement dans ces textes-là, ça pose le débat, il y a des recommandations fortes, mais on voit que le sujet est très flou finalement, et on l'a vu aujourd'hui au cours des différents ateliers, je pense sur le climat, où finalement construire des stress tests dans cet horizon incertain, c'est très compliqué. Donc en fait, on va faire un petit état des lieux de ce qui est dit dans ces différents documents et de comment on peut éventuellement le prendre en compte dans la vision ORSA. Donc, comme je viens de le dire, tout le cadre il est à construire, puisque sur le sujet il y a vraiment rien en prospectif pour les assureurs en tout cas. Et donc dans les recommandations de l'EIOPA, il y a un certain nombre de recommandations fortes, à savoir la prise en compte de ce risque de transition sur des horizons temporels différents, donc à moyen et à long terme, la prise en compte de ce risque de transition dans au moins deux scénarios, donc un scénario où on est sur les accords de Paris et donc on limite le réchauffement climatique à 2 degrés, et un autre où on est au-dessus, avoir à la fois une approche qualitative et une approche quantitative du sujet, et que dans l'ORSA ce soit traité de manière globale et dans plusieurs chapitres. Donc à la fois dans les profils de risque, dans la prise en compte de stress test et aussi dans les notions de gouvernance. Sur la dernière consultation EIOPA sur le sujet, il y a un point d'attention et quelques clés sur 2 sujets en particulier qu'on va développer. Donc c'est l'évaluation de la matérialité de ce risque de transition, et le deuxième point c'est la définition et la prise en compte de ce risque de transition dans des stress tests et des stress tests climatiques. Tout en sachant que sur ce sujet-là, pour les assureurs, mais aussi je pense que de manière économétrique, économique, tout le monde va apprendre en marchant, mais à un moment donné, il va falloir marcher très vite, voire courir. Au regard de l'urgence et de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les différents schémas. Donc les premiers axes de réflexion, donc le premier c'est la matérialité, et la matérialité ça passe par la cartographie. Donc la cartographie de ces actifs, donc c'est peut-être le point le moins complexe dans les clés qui sont données par l'EIOPA, puisqu'en fait ces actifs on les connaît, on peut identifier des secteurs qui sont bruns, des secteurs qui sont verts. C'est quelque chose de moins complexe de regarder ces actifs et d'identifier et de cartographier les impacts que pourrait avoir le risque de transition sur ces actifs. Et c'était d'ailleurs dans les stress tests ACPR un des points, puisqu'il y avait une répartition par secteur, et donc il fallait, ça forçait à se poser des questions sur un certain nombre de secteurs et sur les actifs qu'un assureur pouvait avoir en portefeuille. Dans les premiers axes de réflexion, l'EIOPA insiste sur 3 dimensions de prise en compte de la matérialité. Donc il y a l'impact, il y a la probabilité de survenance, et encore une fois l'horizon temporel. Et l'horizon temporel, finalement, ça va être un des gros problèmes. Dans ces notions de cartographie, les points de difficulté pour les assureurs, finalement, ça va être la granularité à laquelle on doit aller, et aussi
la vision sectorielle et jusqu'où on descend dans une activité d'un actif. La partie qu'on va le plus développer ici, c'est plutôt les quelques clés sur l'analyse prospective et la prise en compte du risque de transition dans les stress tests. Donc on a remis donc ces quatre points sont issus de documents de l'EIOPA. Donc il y a d'abord la définition de l'objectif et de périmètre, la conception et la construction de scénarios, l'évaluation de l'impact financier et après les mesures qu'on fait pour répondre à d'éventuelles problématiques liées à ces impacts. Donc ça, c'est un plan assez classique finalement quand on fait un ORSA. Donc définir l'objectif, évaluer les impacts et évaluer la résilience et apporter des réponses potentielles. Donc ça, tous les assureurs le font dans le cadre de l'ORSA. Là, le point de difficulté, il va être sur la conception et la construction des scénarios, puisqu'en fait, on va intégrer, il y a une triple difficulté dans ce point de stress test climatique. Il y a d'abord l'historique, puisque très souvent, on construit des scénarios en se basant sur un historique, même si le passé ne reflète pas le futur, mais on sait calibrer des instruments financiers, on sait calibrer des volatilités, on sait calibrer des rendements en se basant sur un historique. Là, finalement, le risque de transition, on ne l'a jamais vu, donc ces données historiques, on ne les a pas. Il y a l'horizon. Donc Pierre en a parlé, et en fait l'horizon de changement et de la prise en compte de ce risque climatique. Et la troisième point de difficulté, c'est cette granularité, puisqu'en fait souvent un assureur, même quasiment tout le temps un assureur quand il fait un ORSA, il ne descend pas dans ses actifs à une granularité aussi fine que là on va devoir descendre quand on va faire une projection d'un actif. Donc de manière usuelle, on est plutôt sur un niveau action émergente, action type 1, action type 2, pour reprendre le vocabulaire solvabilité 2, mais là, on va devoir descendre à une granularité plus fine. D'où un point de difficulté. Alors, comment on y répond Aujourd'hui, il n'y a pas de bonne réponse à cette conception et construction de scénarios, puisque c'est très mouvant. Dans les documents qu'on peut trouver sur l'EIOPA, il y a des indications à construire ses propres scénarios ou à utiliser des scénarios de place type scénario ACPR. Donc ça pose des problèmes de méthode et ça pose des problèmes d'outils, puisqu'en fait, en termes de méthode, de méthodologie de construction de ces scénarios, en termes d'outils, puisqu'en fait, vu qu'on est sur un temps long, alors que l'ORSA, on est sur un business plan qui est souvent un horizon stratégique de 3 à 5 ans, alors que là, il va falloir, et c'est ce qu'il y avait dans les scénarios ACPR qui justement peut poser un problème, c'est qu'on va être sur un horizon de 10 ans, 20 ans et 30 ans. Donc là, ce qu'on va développer dans la suite, c'est un peu un état de l'art sur la construction des scénarios, les scénarios qui sont existants, et finalement, on a fait un petit calcul quantitatif sur des scénarios existants. Alors, construire ses propres scénarios, là, on a repris cette pyramide, encore une fois, de la documentation ORSA et des principes méthodologiques. Donc la construction de la scénario, il y a une pyramide en 5 étapes qui va du moins granulaire au plus granulaire. Donc d'abord définir un scénario narratif jusqu'à descendre à des impacts au niveau activité économique, et donc avant ça, il y a au niveau des secteurs, au niveau des actifs individuels. Mais quand on construit ces scénarios-là, on va souvent, pour l'assurance, s'arrêter à la troisième brique. Donc d'abord avoir un narratif et des scénarios de transition, donner les impacts en termes de facteurs climatiques et les transformer dans une vision économique, et puis ensuite descendre à un niveau secteur pour que ça puisse être exploitable pour un ORSA. Donc sur la première partie, scénario narratif et facteurs climatiques, la grosse référence, que ce soit pour tous les modèles qui sont un peu existants sur les modèles qui mixent climat et
et économie. Dans le narratif et dans les scénarios de transition, la référence, c'est le NGFS, donc avec si tu peux passer le... Et donc c'est avec qui donne des scénarios en termes d'émissions de carbone, en termes de prix du carbone, et donc on a un narratif avec, alors on le voit ici, avec une transition qui est ordonnée, où l'impact finalement sur les actifs est assez limité. Même s'il y a certains secteurs qui deviennent des actifs échoués, je pense notamment au pétrole à horizon 2050. Il y a une transition, il y a une notion de transition désordonnée. Donc là, cette transition désordonnée, et c'est souvent les deux scénarios qu'on retrouve dans la construction de scénarios macroéconomiques. Donc la transition ordonnée, qui est une espèce de scénario central, et la transition désordonnée, qui est le scénario où en fait il n'y a pas d'impact sur les températures, sur le réchauffement climatique assez vite, et donc il y a la prise en compte de mesures politiques ou technologiques qui font qu'il y a un choc soudain qui arrive, et là il y a un impact fort sur certains secteurs. Donc c'est un peu les deux scénarios forts qu'on retrouve avec des publications du NGFS, avec des notions d'émissions carbone, de prix du carbone, et ces prix et ces émissions carbone, il y a un certain nombre de modèles mathématiques qui existent. Donc un des principaux modèles qu'on retrouve la plupart du temps dans ces constructions de scénarios économiques. Donc c'est les scénarios IAM, donc Integrated Assessment Model, donc, où qui vont lier à la fois le climat avec des notions économiques. Donc les notions économiques, à savoir, ça va plutôt être la dette, le PIB. Donc on n'est pas encore à un niveau d'exploitation pour les assureurs, pour mettre des scénarios de stress dans ces modèles. En dessous, il y a souvent une sous-couche, donc une sous-couche pour justement passer de facteurs climatiques à des facteurs économiques généraux, et donc qui sont exploitables pour le coup par les assureurs, avec des rendements projetés, avec des niveaux de taux d'intérêt projetés, et donc il y a plusieurs approches, il y a plusieurs typologies de modèles. Donc on les a mis en illustration ici à droite, avec soit des modèles très macroéconomiques, soit des modèles financiers où on va essayer d'isoler un bêta carbone, donc c'est-à-dire une sensibilité au carbone d'un actif. Donc il y a en finance, on peut calculer des sensibilités à un indice de référence, par exemple au marché, par exemple au CAC. Et bien là, on va intégrer une surcouche pour avoir une sensibilité à l'évolution du prix du carbone. Donc c'est notamment ce qui est fait dans un modèle qui s'appelle Karima. Et donc de ces modèles économétriques, on va en faire des scénarios à projeter et à utiliser dans le cadre des ORSA. Et donc le stress test ACPR était un des exemples d'utilisation de ces scénarios-là. En revanche, on voit tout de suite ce côté totalement boîte noire des scénarios, et le raccrochement à la réalité qui est presque inexploitable dans une vraie vie et dans un vrai ORSA. Alors, on va faire un petit parallèle avec utiliser des scénarios de place, parce que finalement, utiliser des scénarios de place dans les stress tests ACPR, on a utilisé ces scénarios-là, donc des scénarios qui étaient bâtis avec des approches économétriques, et finalement, si on fait un bilan des principaux enseignements de cet exercice ACPR, il y a un des principaux enseignements, c'était quand même que ces scénarios, tout le monde a eu une sensation de boîte noire sur ces scénarios, avec des scénarios qui ne voulaient pas forcément dire grand-chose et qui n'étaient pas très exploitables pour l'industrie. Donc, je vais y revenir juste après, mais donc un des principaux points, c'était celui-ci, et on était sur des approches assez compliquées et assez économétriques. Et alors, même si on en ressort donc c'est ce qu'on met ici, que l'exposition est assez limitée, parce que finalement, pour cet exercice
ACPR. On avait 3 scénarios de transition et à la fin, ces 3 scénarios de transition donnaient des choses qui étaient finalement assez similaires. Parce que c'était très guidé par les taux d'intérêt. Et on sait qu'en assurance, l'impact des taux d'intérêt est très fort et sur l'évaluation de la solvabilité, sur l'évaluation des valeurs au bilan. Et finalement, c'était un impact exogène à ce qu'on voulait tester, qui était le risque climatique, qui l'emportait. Et à la fin, les conclusions n'avaient pas une pertinence forte. Néanmoins, cet exercice, il avait un énorme avantage. C'est le premier sur lequel on peut capitaliser et on peut se poser des questions en prospective pour justement bâtir des scénarios. Et ça permet de se poser beaucoup de questions sur le sujet, sur la pertinence des scénarios, sur les points qu'il y a à améliorer et la connaissance de ses actifs, de son portefeuille, avoir une cartographie de son portefeuille à date. Donc on le voyait sur le slide précédent. Donc les points faibles, j'en ai parlé. Et en autre point, axe d'amélioration, c'est finalement qu'on avait 55 secteurs de choc sur les actions. Mais on voit sur ce graphique-là, donc ce qu'on a représenté, c'est les 55 secteurs, c'est les évolutions actions pour ces 55 secteurs. Et ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est qu'il y a quelques secteurs qui sont bruns et donc qui réagissent très mal à la transition et qui deviennent des actifs échoués. Il y a des actifs qui vont surperformer. En l'occurrence, ici, c'était la fourniture d'électricité et de gaz. Et après, dans les scénarios EIOPA, il y avait 50 secteurs qui avaient une évolution à peu près similaire. Donc finalement, peut-être que dans les axes d'amélioration et dans la construction de ces scénarios et leur utilisation, notamment pour un ORSA, on peut peut-être se limiter à 3 catégories de secteurs. Une catégorie qui est une évolution moyenne, ceux qui vont surperformer et ceux qui vont devenir des actifs échoués. Après, le deuxième point faible qu'on avait identifié sur ces stress tests, c'était, j'en ai parlé, c'était qu'on était beaucoup guidé par l'évolution des taux. Donc là, on voit sur le graphique, pour les 3 transitions qui étaient attestées dans les stress tests ACPR, on voit l'évolution du taux 10 ans et on voit finalement que quand on sait que l'assurance vie et les ratios de solvabilité dépendent vraiment beaucoup de ces notions de taux 10 ans, en fait on était vraiment guidé par cette notion de taux 10 ans et des impacts que ça avait sur le business. Alors toujours dans utiliser des scénarios de place, ce qu'on a mis dans le tableau qu'il y a à gauche, c'est les derniers scénarios de place qui viennent d'être publiés donc, sur 2022. Et donc il y en a 2. Il y a des stress tests Banque Centrale Européenne, donc plutôt à destination des banques, et des stress tests pour les fonds de pension, et donc qui sont publiés par l'EIOPA. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur ces deux stress tests, ces 2 publications, on a des approches qui sont assez différentes. Donc, on a un stress test IORP qui intègre un horizon temporel. Donc, en fait, on dit qu'il y aura un stress à 2030, 2031 et 2032. En revanche, ce stress, on va le faire de manière instantanée sur un bilan 31-12-2020. Donc finalement, on prend en compte le risque de transition et on va aller regarder la vulnérabilité qu'on a, mais sur le bilan actuel. Donc en fait, on va avoir des trajectoires et des chocs sur les actions, sur les spreads et sur les taux d'intérêt, mais on va faire un choc un peu comme sur la formule standard, sur un bilan actuel. Sur l'approche qui a été prise par la BCE, elle est assez similaire avec ce qui a été fait par la CPR, à savoir des stress tests qui sont une notion de transition brutale et désordonnée et une notion de transition ordonnée, et avec un horizon temporel et des chocs qui arrivent en 2030, 2040 et 2050,
et une déformation de son bilan et de son business dans le temps. En revanche, dans les stress tests BCE, il y a aussi le même stress que le stress fonds de pension, c'est-à-dire un stress instantané avec un calibrage d'un choc en vision T0+, donc sur le bilan 31-12-2021, mais du choc qu'il y aurait eu dans 10 ans. Donc cette approche, elle est assez intéressante parce que finalement, on va essayer de capter sur son bilan vu d'aujourd'hui la déformation qu'aurait le choc futur. Et quand on sait la difficulté qu'on peut avoir à faire un ORSA dans des modèles et dans des projections très long terme, avec un impact dans 10 ans, en fait, on peut se dire qu'on va aller chercher un impact dans 10 ans, mais finalement, ce n'est pas le choc climatique qui va être l'impact fort, parce qu'en fait, d'ici 10 ans, le business aura changé, il y aura peut-être une courbe des taux qui sera différente, et finalement, l'impact qu'on verra, ce ne sera pas l'impact qu'on capte du risque climatique, mais ce sera l'impact de la déformation de son business avant, et on n'aura pas pris en compte ce choc. Là, l'approche, elle est assez intéressante parce que c'est vraiment le choc climatique qu'on va tester en vision unitaire aujourd'hui. Et après, on peut l'intégrer en prospectif avec les mesures qu'on peut prendre en se disant, on voit la déformation de son business aujourd'hui. Alors, partant de ce constat, on a fait une petite simulation, donc en considérant les stress tests qu'on applique sur les fonds de pension, sur un bilan assurantiel d'assurance vie fictif vu d'aujourd'hui. Donc on a pris un bilan 31-12-2021 avec une répartition assez classique du portefeuille d'actifs. À l'intérieur, une répartition des obligations et des plus et moins-values latentes sur les actifs. Donc cette situation-là, on est à un niveau de taux qui était un peu plus bas que le niveau de taux vu d'aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de plus-values latentes sur les obligations. Et en fait, au niveau des actions et au niveau des obligations, on a constitué un portefeuille qui est composé comme le MSCI World. Donc avec les secteurs tels qu'ils sont, ils sont dans le MSCI World, donc avec des poches d'actifs bruns et des poches d'actifs plutôt vert adaptés. Et donc on a constitué deux portefeuilles, un portefeuille qu'on a appelé portefeuille classique, qui est à peu près un portefeuille qui correspond au marché de l'assurance. Donc on le voit avec une grosse part bleue qui sont plutôt des actifs qui sont insensibles dans les chocs IORP ou dans les chocs ACPR, et avec une part d'actifs rouges qui sont plutôt les secteurs qui sont très choqués. Et on a fait un deuxième portefeuille qui est un portefeuille qu'on a appelé adapté, où finalement on a enlevé les secteurs bruns carbonés pour les placer dans des secteurs verts qui sont moins soumis au choc IORP. Et donc là, de manière très fictive, on applique les chocs instantanés et on a regardé les impacts en termes de taux de couverture sur ces deux portefeuilles. Alors, on obtient peu ou prou ce qu'on pouvait obtenir en termes d'impact que sur les stress tests ACPR qui étaient en projeté, parce que finalement la part d'actifs sensibles aux chocs tels qu'ils sont définis dans les trajectoires IORP est assez faible, et d'autant plus que les chocs de transition ne tiennent pas compte de l'impact du risque physique sur les actifs, et donc de l'augmentation que pourraient avoir les spreads liés à certaines zones. Imaginons l'Espagne qui devient totalement aride, les obligations espagnoles elles auraient une augmentation forte certainement de spread. Et en fait, ce choc de transition ne tient pas du tout compte de cet impact dans le temps. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, en se reconcentrant un peu sur l'actif, qu'est-ce qu'on peut faire ? On avait parlé du problème d'horizon, et je vous l'ai dit, l'horizon en finance, il est encore plus court. Et encore, chez un asset manager, on a un horizon en mois, années. Si vous allez dans une banque ou dans du trading, on est dans un horizon en minutes. Ça renforce encore la complexité du problème, puisque ce risque de transition, il est à venir. Donc on peut se dire, il est peut-être pricé dans le marché. On va le voir, c'est peut-être pas forcément le cas. Ce qui est sûr, par contre,
Alors ça, c'est les graphiques de l'OCDE sur des fonds en pointillé, c'est des fonds obligations, et en ligne pleine, c'est des fonds actions, je crois. Enfin, et en fait, il y a les fonds ESR qui intègrent donc les dimensions environnement, socio et gouvernance, et les fonds classiques. Sur la performance, c'est pas clair la différence. Moi, je m'engagerai pas là-dessus. Par contre, ce qui est clair, c'est que sur les flux, aujourd'hui, tout va vers des fonds un peu au moins labellisés, un peu au moins facialement verdis. Donc c'est vraiment une problématique, que ce soit pour les asset owners, les assureurs ou les asset managers, qui est ultra importante. Je me suis amusé en me disant, puisqu'on parlait des horizons, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année ? Donc j'ai pas optimisé les dates, hein. J'ai juste pris au 31-12 et j'ai regardé, c'était le 9 juin. Depuis le début de l'année, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ces futurs stranded assets, on a reparlé du pétrole, et par rapport un peu plus largement à l'ESG. Alors sur le SPI, qui était facile puisqu'il y a tous les sous-indices qui sont donnés, on voit que le SPI depuis le début de l'année à cette date faisait presque moins 20. Et vous voyez derrière 4 secteurs qui surperforment un tout petit peu, puisqu'ils surperforment, eux font plus 80% de perf. Tous ces secteurs-là, sans surprise, c'est du oil and gas. Évidemment, le pétrole remonte. Voilà. Et alors, je me suis dit, j'avais regardé sur l'Eurostoxx. Là, j'ai juste pris les 3 plus gros performeurs de l'année. Le premier, c'est l'un des favoris. C'est vraiment le best-of de toutes les approches ESG, Bayer. Depuis qu'il a racheté Monsanto, ça fait partie à peu près des worst offenders. Il est exclu, soi-disant, de à peu près tout le monde. Probablement pas tout le monde, puisqu'il fait quand même plus 45% depuis le début d'année. Et les 2 suivants, c'est Total, donc qui est un très bon groupe, qui fait énormément de choses sur l'énergie, sur le climat, comme tout le monde le sait. Voilà. Et Eni. Donc on voit bien que sur le court terme, tout le monde ne joue pas exactement le même scénario de transition que ce qu'on peut vous expliquer. Alors, bon, voilà. Une fois ceci dit, qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place ? Comment réfléchir à remodéliser, à s'investir un peu plus en accord avec ce scénario de transition. J'ai mis ici quelques grands défis, mais chaque maison va pouvoir les classifier et en choisir quelques-uns. Faire du changement climatique une priorité, en fait, ça ne va pas en le disant. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des freins de partout. Il y a des freins chez les clients qui veulent de la perf, évidemment. Il y a des freins en interne parce qu'il y a des gens qui ont des habitudes de long terme qu'il faut faire changer. Il faut faire comprendre aux gens l'implication. Enfin, quand on dit le pétrole c'est mal, oui, mais c'est le pétrole, c'est aussi ceux qui fournissent les tuyaux pour faire du pétrole, c'est aussi tout l'upstream. C'est vraiment une culture à mettre en place. Accéder à une donnée extra-financière de qualité. Le problème de la donnée, je crois qu'on l'a entendu à peu près toute la journée à tous les ateliers, toutes les plénières. Je vais vous montrer un petit graphique que je trouve intéressant là-dessus. Les actions collectives, même si il me semble que les graphiques de la slide d'avant montrent que bon, ouais, ça a amélioré probablement. Et puis peser sur les normes et orienter les flux financiers, c'est hyper important. Alors, sur les actions collectives, je vous en ai mis quelques-unes ici. Il y en a des tonnes. Il suffit de faire une recherche Google. Tous les 6 mois, il y en a des nouvelles. Voilà, je vais pas. C'est un début de réponse, mais on voit bien que il ne suffit pas de signer des engagements. Il ne suffit pas de se revendiquer de tel ou tel du PRI ou de voilà. C'est un minimum à faire. Pour pouvoir peser sur les normes, pour pouvoir peser sur tout un tas de choses, mais voilà, c'est pas suffisant. Et alors, avec quelles données ? C'est là où c'est fun. Là aussi, c'est la même publication non, c'est une autre publication de l'OCDE. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit sur ce graphique, ici, on voit les agences de rating. Donc, en fait, vous avez une dizaine d'émetteurs choisis dans des secteurs différents. Typiquement, par exemple, ExxonMobil. Voilà, sur les agences de rating, ils sont très bien corrélés. On voit que vous pouvez prendre n'importe lequel des 3 principaux fournisseurs de rating, vous allez avoir des données à peu près fiables. Voilà. Quand on vient sur le l'ESG, voilà. Hein l'avantage de ce graphique, c'est qu'il se passe un peu de commentaires. Donc ça prouve par contre un truc, c'est que il y a beaucoup de progrès à faire, des standards à avoir, des choses à améliorer, et ça prouve qu'à ce stade, en tout cas, il ne faut pas prendre les données telles qu'elles viennent d'un fournisseur ou d'un autre. Il va falloir les croiser, il va falloir se faire son opinion pour pouvoir construire ces données. Et donc,
À ce stade, à ma connaissance, pas de solution miracle, à part peut-être tout vendre et investir dans le fonds 2050. Mais sinon, voilà, il y a plutôt des petits pas qu'on peut mettre en place. Évidemment, j'ai envie de dire l'intégration ESG, même si c'est encore une fois pas forcément clair pour tout le monde. L'intégration ESG, au départ, c'est juste se dire je prends en compte dans mon analyse les éléments extra-financiers qui ont une matérialité sur la valeur de l'entreprise que je regarde. Bon, moi j'ai envie de dire que ça, c'est juste la base, c'est juste faire mon boulot, parce que à partir du moment où la valorisation d'une société, on voit bien qu'elle peut baisser de 50% sur un risque d'image, sur une pizza frelatée ou un œuf de Pâques ou un œuf Kinder qui dérape, si on ne prend pas en compte tout ce qui est l'extra-financier, l'image, etc. dans l'analyse, on fait mal notre métier. Mais ça ne suffit pas. En fait, une analyse ESG, elle doit porter une ambition, elle doit définir des priorités. Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la transition? Est-ce que c'est la biodiversité? Est-ce que c'est le sociétal? Est-ce que c'est la gouvernance? En fonction de ces priorités qui, pour le coup, peuvent donner une personnalité à un asset manager ou à un assureur, tout le monde, moi je connais par exemple un assureur qui travaille avec 4 piliers. Il a ajouté aux piliers environnement, sociétaux et gouvernance le pilier territoire, qui est effectivement l'une des clés pour assurer la transition et pour aller vers une économie un peu plus circulaire et plus vertueuse. Une fois qu'on définit ces priorités, après on peut aller chercher les indicateurs qui vont bien et éventuellement voilà, benchmarker les fournisseurs et aller chercher plusieurs fournisseurs pour prendre non pas la notation finale émetteur par émetteur, mais les informations granulaires pour refaire un modèle et refaire ses propres notations. Donc ça, c'est vraiment un pilier de base, une intro, quoi. Ensuite, parmi les petits pas, plus ou moins faciles, là aussi, les politiques sectorielles, les politiques d'exclusion, c'est assez connu, mais le diable se cache dans les détails. Dès qu'on commence à regarder un peu dans le détail comment on trie les émetteurs, qu'est-ce qu'on fait du charbon, qu'est-ce qu'on fait du oil and gas, encore une fois, hein, le oil and gas, c'est facile de dire j'investis plus dans le oil and gas, mais ça veut dire que je suis prêt à accepter que sur le SPI, par exemple, ben, je vais sous-performer énormément. Donc et puis là aussi, il faut trouver les bonnes données, parce que savoir quelle entreprise, quel émetteur va être, parce qu'ils tous annoncent des net zéro, tous annoncent des engagements. Si on écoute l'IEA, qui n'est pas une tribu de gauchistes, hein, l'agence de l'énergie, eux-mêmes ont expliqué qu'il faut arrêter tout nouveau projet d'extraction de fossil fuel, enfin de gaz ou de pétrole. À ma connaissance, il n'y a pas un grand pétrolier qui a dit qu'il arrêtait son exploration et ses nouveaux projets. Donc vous voyez, c'est pas si simple. Et puis la stratégie de financement, là, encore une fois, hein, c'est toujours pareil, quelle volonté? Est-ce qu'on veut aller vraiment sur des fonds à impact? Est-ce qu'on veut se, entre guillemets, contenter d'avoir un portefeuille qui a une trajectoire à peu près correcte par rapport à des scénarios de données de 2030-2050? Quels impacts, quels instruments? Je vais y revenir juste après. Les premières conséquences opérationnelles pour tout ça, bah, d'abord, première chose, évidemment, bon, en plus on est actuel, hein, des outils, des tableaux de bord, de la donnée. Si on n'a pas un minimum de données, c'est impossible de surveiller ce qu'on fait, c'est impossible de mesurer ce qu'on fait et de pouvoir le reporter correctement. Sur les exclusions, c'est assez facile de mettre en place des listes. Tout le monde en a à peu près depuis longtemps, les armes controversées, le tabac, enfin voilà. Sur l'arrêt des investissements, quand on décide, par exemple, dans une politique sectorielle de dire, ben voilà, moi, tel et tel émetteur, je vais arrêter d'investir, ça doit s'accompagner d'engagement. Est-ce que ça marche l'engagement? L'exemple de Total est compliqué parce que la plupart des asset managers ont engagé avec Total pour dire bon, il faut vraiment modifier votre politique. Et à la dernière AG de Total, finalement, BlackRock a changé d'avis et puis puis Total est passé. Voilà, les résolutions climat ne sont pas passées. C'est assez compliqué. Et c'est assez difficile aussi philosophiquement de se dire voilà, on se dit bon, ok, je reste encore un peu investi, j'engage, mais jusqu'à quand? Enfin, à partir de quand je me dis, voilà, ça fait 2 ans que j'engage, que je répète, et que voilà, mais ça bouge pas. Donc tout ça, c'est à documenter et à rendre aussi public. Hein. Il faut être assez transparent là-dessus pour que quand un assureur choisit son portefeuille et puisse expliquer à ses clients in fine ce qu'ils font, tout ça doit être à peu près transparent. Le désinvestissement, on en a aussi un peu parlé, ça s'organise. On ne peut pas non plus désinvestir du jour au lendemain, en particulier dans un fonds en euros, ou s'il faut désinvestir des lignes obligataires qui ont été achetées il y a longtemps avec des taux intéressants. Alors l'avantage, c'est que la situation économique changeant, on va pouvoir désinvestir un peu plus rapidement et retrouver des taux actuariels intéressants pour faire le portefeuille.
Sur l'orientation des investissements, une politique green bond. Alors, une facilité, c'est de dire, moi, j'investis que dans du green bond. Alors là, je vais vous donner un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez vu un documentaire qui est repassé il n'y a pas très longtemps sur Arte, La finance lave plus vert. Je vous le recommande. Ils ont donné un exemple sur les green bonds. C'est une société qui a interrogé le marché, et c'est une société qui fait des centres commerciaux, beaucoup dans le Moyen-Orient et un peu en Asie. Et ils avaient envie de diviser par deux, j'ai plus les chiffres exacts, hein, mais en gros diviser par deux leur consommation d'énergie, leur bilan carbone, etc., etc. Donc sur le papier, ouais, super, effectivement, ça va être bien pour le climat, ils émettront moins, etc. Donc ils font une obligation verte pour 1 milliard, et ils l'ont souscrite. Hein. Il se trouve que ces groupes de centres commerciaux, ils ont une petite particularité. Déjà, ils en construisent d'autres, des nouveaux, et l'élément cœur de ce centre commercial, c'est des pistes de ski indoor. Voilà. Donc moi, je veux bien qu'on puisse mettre un green bond pour des gens dont le métier, c'est de faire des pistes de ski indoor au Moyen-Orient. Personnellement, je ne trouve pas ça vert. Voilà. Mais c'est tout le problème des green bonds. Il y a quelques pseudo-standards qui sont en train de se mettre en place. Mais voilà, on voit bien que tout n'est pas green. Là-dessus, il faut, enfin, une politique green bond, nous, on a fait le choix de se dire, on n'est pas les seuls, hein, un green bond, ok, il est green, mais on va regarder si l'émetteur de ce green bond lui-même est suffisamment vert, ou en tout cas a une politique environnementale suffisamment crédible pour qu'on puisse considérer que son green bond est vert. Et si, nous, on a des filtres, et il y a un tas d'émetteurs, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent sur leur obligation verte, leur bilan est suffisamment brun pour qu'on n'y aille pas. Voilà. Et puis après, vous avez les investissements impact. Et puis, alors évidemment, le minimum, mais ça, c'est un peu commercial. Et c'est là où je reviens sur l'importance de peser sur les normes. Il y a un débat de place en ce moment sur la réforme du label ISR en France, qui pourrait ne pas exclure ni le charbon, ni le oil and gas. Voilà. Et dans les débats de place aussi en ce moment, avec la guerre en Ukraine, on se redemande si finalement les producteurs d'armes, c'est ESG. Des fois, les bras tombent un peu, quoi. Voilà, donc c'est un chantier à mettre en place. Pour moi, le message, c'est un chantier à mettre en place. C'est une révolution à mener vraiment en interne, jusque chez les gérants et les analystes, pour prendre conscience que le monde change et qu'il va falloir regarder les choses un peu différemment. Ensuite, faire ce qu'on peut, parce qu'on ne va pas se voiler la face, on ne va pas, encore une fois, désinvestir aujourd'hui pour acheter dans le fonds 2050. Et puis, on a les assureurs le revendiquent. Il y a une mission de financement de l'économie. Enfin, quand on a plus de 2000 milliards investis dans divers papiers, on finance l'économie. On ne peut pas non plus, dans la transition, on a besoin d'énergie, on a besoin de tout un tas de choses. On ne peut pas juste se dire, bah, moi, j'arrête de financer l'énergie. Ce qui, pour le coup, décarbone le portefeuille. Hein. Alors là, ça, c'est assez facilement. Hein. Mais voilà, c'est complexe, des petits pas et des actions de groupe, peser sur les normes, ça va être un truc hyper important. Je ne l'ai pas dit, mais sur les données, les fournisseurs de données ESG, en ce moment, il y a un énorme mouvement de rachat. Depuis des années, on vous l'a mis en annexe. Ils sont tous rachetés petit à petit par MSCI, qui par Bloomberg, et encore une fois par des Américains en général. Et ça va poser des problèmes parce que si nous on n'a pas la même définition que les Américains d'une transition ou d'un mouvement, ou même la vision de l'impact d'un émetteur par rapport aux problématiques climatiques, c'est un petit peu un exemple de conclusion. En Europe, on a bien en tête la double matérialité, c'est-à-dire l'impact du climat sur la compagnie et l'impact de la transition sur l'émetteur, mais aussi l'impact de l'émetteur sur le climat. Et ça, c'est un slide qui vient de l'Europe. Si vous allez aux États-Unis, oui, ils commencent à comprendre que la matérialité financière, c'est important. Bon, hein, à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'ils aient arrêté le mountain top removal, par exemple, sur le charbon, vous savez, où on rase une colline pour aller chercher le charbon en dessous. C'est top pour le climat, quoi. Voilà. Est-ce qu'il nous reste un peu de temps, du coup, pour les questions ? Vous avez épuisé? Non, il y en a qui étaient épuisés avant, hein, j'ai vu, je dénoncerai personne. C'est pour la télé.
vous avez parlé de la construction des scénarios et des IAM. Est-ce que vous rentrez un peu dans le cœur des IAM et de changer... Enfin, il y a un truc qui fait vraiment défaut dans les IAM, c'est la relation quadratique entre l'effet dommage et la température. Est-ce que vous rentrez un peu les mains dedans et changez ça pour voir ce que ça donne? Moi, je ne l'ai pas fait à titre personnel sur ce sujet-là. Nous, on regarde, on essaie de regarder les chemins de température parce qu'effectivement, c'est un indicateur qui est excessivement mauvais, mais les gens aiment bien voir une température de portefeuille. On en est très loin de ces degrés de complexité. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous serez à l'heure pour le discours du président.